Comment comprendre que 65 ans après l'indépendance, nos dirigeants remettent en cause l'expertise nationale qui a pourtant surmonté beaucoup de défis dans la gestion des différents maillons en matière d'électricité pour recourir à des concessionnaires et fermiers et vendre ainsi à vil prix la société Énergie électrique du Congo, expression de notre souveraineté. Comment comprendre qu'un Premier ministre se présente devant les caméras avec son ministre de l'énergie et de l'hydraulique pour signer un contrat, non pas avec son homologue, mais avec un particulier qui n'a même pas son profil, sans observation des usages protocolaires. C'est une honte pour toute la nation. Sur les concessions, après avoir pris connaissance et examiné les contenus des documents signés entre l'État congolais et les fameux concessionnaires, les 29, 30 et 31 janvier 2025, dans la salle de réunion de la direction générale, le collège syndical de la Société Énergie électrique du Congo indique que l'examen de ces documents a révélé que loin d'atteindre les objectifs visés par les réformes du secteur de l'eau et de l'électricité, à savoir l'équilibre financier du secteur, devant permettre l'autofinancement de certaines activités sans faire recours à l'aide de l'État ou des partenaires privés, le collège syndical rejette systématiquement et énergiquement toutes ces options qui ne constituent nullement l'objet majeur des réformes du secteur. La prise en main anticipée des centrales hydroélectriques ne se justifie nullement et s'apparente à n'en point douter à un bradage qui ne dit pas son nom. Ce qui frise une malhonnêteté avérée, étant donné que la grille tarifaire et toutes les simulations conduisant à l'équilibre financier du secteur n'ont jamais été élaborées préalablement. D'où l'inquiétude justifiée de tous les travailleurs pour un avenir professionnel meilleur. De ce qui précède, l'ensemble des travailleurs invite le gouvernement à reconsidérer toute la démarche engagée unilatéralement sur l'anticipation de la prise en main des centrales par les concessionnaires et sur l'affermage, étant donné qu'elle ne constitue nullement la solution à la stabilité de l'électricité au Congo. Ainsi, nous demandons à la tutelle d'élaborer un autre modèle économique comme indiqué dans le communiqué final des travaux tenus avec la tutelle pour le secteur qui tiendrait compte des considérations des partenaires sociaux, des associations des consommateurs, des types d'abonnés et du plan tarifaire. S'agissant spécifiquement du problème de la desserte pérenne de l'électricité, le collège ne cesse de marteler que les activités d'assainissement du réseau électrique, la réduction des pertes techniques et non techniques,
la construction d'une deuxième ligne de transport THT entre les deux grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire, et la construction d'une centrale hydroélectrique au voisinage de Brazzaville qui serait à n'en point douter la solution efficace. Les rencontres des 7 et 11 février 2025 entre le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique et les partenaires sociaux ont mis à nu les divergences de vues sur la gestion de la Société Énergie Électrique du Congo et sur son absence coupable dans la mission de rappel à l'ordre dans les dérives de gestion de la EKRC qu'il aurait relevées. Par ailleurs, le collège syndical a noté avec amertume l'absence notoire d'une stratégie de conduite des réformes de manière interactive et réaliste avec les partenaires sociaux. Enfin, le collège syndical exhorte l'ensemble des travailleurs de EKRC à plus de discipline ainsi qu'à beaucoup de professionnalisme dans l'exercice de leurs tâches respectives afin de préserver l'outil de travail ainsi que la continuité de l'exploitation. Le gouvernement de la République, à travers son ministre, parce qu'il n'est pas le nôtre, d'autant plus qu'il ne s'associe jamais avec nous, ont décidé unilatéralement de brader les biens de l'État, les biens du peuple congolais. Lors de notre réunion au ministère, le ministre lui-même, si ce que je mens, il n'a qu'à démentir à la télévision. Lui-même, le ministre Émile Ouosso, avait reconnu que les réformes que nous appliquons chez nous ont échoué ailleurs. Et c'est lui-même, le ministre Ouosso, qui avait cité même les noms des pays qui ont connu l'échec en appliquant ces réformes. Il a cité même la Côte d'Ivoire. Il a cité le Sénégal. Et j'en passe. Bon, alors, je ne sais pas si c'est nous qui sommes malades ou c'est lui qui le devient. Je ne peux pas comprendre qu'il soit conscient que les réformes n'ont pas abouti dans ce pays-là, particulièrement au Sénégal, mais que lui s'entête à vouloir l'appliquer chez nous et en prenant encore le Sénégal. Le ministre, il sait très bien que de telles réformes, avant que cela ne s'applique, il faut commencer par des simulations pour pouvoir apprécier toutes les variantes conduisant justement à l'équilibre financier, l'équilibre économique, etc., etc. Nous avons des simulations sur la grille tarifaire. Pour votre information et pour l'information du ministre, parce qu'il est ignorant. Il y a déjà eu des simulations pareilles ici au Congo. Avec Artelia. Moi-même, j'ai participé à ces ateliers-là. Les conclusions étaient très claires. Avec le prix du kilowattheure proposé par les simulations, aucun ménage ne pourra payer l'électricité. Et vous êtes sans ignorer que notre République, le Congo, ne dispose pas d'assez d'industriels. 80% des charges électriques chez nous ne sont que les ménages. Donc, ma maman a biso, ma tata a biso, au balabandako. Déjà, avec le tarif actuel, le Congolais a des difficultés de bien payer l'électricité pour pauvres.
Il y a suffisamment de cas de fraude que nous connaissons tous. Bon, nos mamans qui nourrissent nos frères, nos sœurs, avec un commerce de Bissap, Tangawissi, Mayapio, comment vont-elles pouvoir payer l'électricité si, aujourd'hui, avec 15 000 francs de forfait, elles ont des difficultés à y faire face. Mais lorsque cette électricité atteindra les prix de 100 000, de 150 000, comment vont-elles faire? Sachant que pour la plupart, ce sont des locataires. C'est pas sérieux. Où est-ce que nous amenons le pays? C'est pas sérieux. Vous comprenez bien que le ministre n'est pas sérieux. J'ai entendu, pour terminer, à la télévision que le ministre dire 2 points. Le premier, que si les réformes prennent corps, parce que nous avons fait preuve d'incompétence. Bien. Je dois vous dire que pendant que nous discutions avec le ministre Émile Rousseau, il n'a même pas connaissance que, au Congo, on a déjà eu à élaborer les schémas directeurs de production, de transport et de distribution. Est-il sérieux? Y a-t-il pas eu passation de service? Comment peut-il ignorer ces dossiers-là? Finalement, il est ministre de quel secteur? Par conséquent, s'il ignore les schémas directeurs élaborés par ses prédécesseurs, comment peut-on le qualifier? C'est qu'il est incompétent. Il est incompétent. Deuxièmement, j'ai entendu encore de lui que le pays, le gouvernement de la République ne peut plus supporter les charges de l'ECAREC et que le gouvernement, sinon le pays a eu à débourser, je crois, si j'ai une bonne mémoire, quelque chose de 1000 milliards 700 millions de francs CFA dans le secteur de l'électricité. C'est juste. On ne peut pas le nier. C'est une évidence. Le président a eu à débourser cette somme dans le secteur de l'électricité. Avec la construction des barrages, sur nos barrages Imboulou, avec la réhabilitation du projet RIT. Bien. Maintenant, je demande au président de la République, puisque lui, il a déboursé beaucoup d'argent, et que les résultats ne sont pas probants, a-t-il le courage de faire l'audit? Je vous assure, si le président de la République ne prend pas le courage de faire l'audit, parce qu'il sait que dans son gouvernement, nombreux vont tomber. Mais quand vous regardez le passé et même le présent, nous avons fait des preuves ECAREC, sinon la SNE, mais cette façon de faire du gouvernement, quand je parle du gouvernement, c'est entre guillemets, parce que dans le gouvernement, il y a des privilégiés et il y a des gens qui sont mis à côté. Donc ces privilégiés-là, ce sont ceux qui viennent foutre le désordre dans le gouvernement. Et eux, ils croient que nous sommes en perte de vitesse, erreur. En train de faire faillite sur notre propre personne, erreur. Mais nous allons démontrer au gouvernement que leur modèle continuera à sentir le vieux, l'escroquerie, la poussière, la naphtaline et finira dans la poubelle comme le torchon. Nous avions ici, quand on a créé la SNE, nous avions la feuille de route du gouvernement. Donc ce gouvernement-là devait suivre pas à pas cette feuille de route-là et commencer à faire au fur et à mesure des évaluations pour pouvoir quantifier ce que nous sommes en train de faire, pour pouvoir redresser les choses. Mais fort est de constater quoi? Aujourd'hui, le gouvernement crée ECAREC,
il y a une feuille de route, et après, au départ, c'était une SAU avec des actionnaires fictifs, et après, il passe à SAU, donc avec pour actionnaire unique le gouvernement. Et donc, le gouvernement va mettre un conseil d'administration. Et quand nous posons la question au ministre, mais est-ce que vous surveillez l'action du conseil d'administration? Voilà, nous, on n'a pas de trucs à chercher là-bas. Eux, ils gèrent comme ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Alors, vous voyez que ce désordre-là, c'est le gouvernement, je parle du gouvernement entre guillemets, les privilégiés qui sont là pour pousser que nous arrivions à cette dérive-là. Et une fois dit comme ça, je dis, bon, mais monsieur le ministre, est-ce que vous ne croyez pas qu'en faisant ce que vous êtes en train de faire, c'est comme si vous poussez eux caresser à l'erreur pour justifier votre façon de faire? Parce qu'au bout du compte, vous allez dire, non, mais comme nous on ne surveille pas, ils ont fait ce qu'ils veulent, bon, voilà la population, voilà ce qu'ils sont en faillite et tout, et cela justifie leur façon de faire, c'est-à-dire les réformes bizarres qu'ils sont en train de faire, qui n'ont aucune signification. Pour nous pousser à l'erreur et dire à la population, voilà, ils n'ont pas pu, maintenant nous on sera là pour les privatiser. Parce qu'ils ont un agenda caché pour certains. Parce que ce sont eux, en fait, qui vont venir prendre, hein. Ce n'est pas d'autres personnes. Alors, depuis 2023, nous écrivons toujours au gouvernement, voilà, nous avons des preuves, nous écrivons toujours au gouvernement pour leur dire que le modèle que vous avez choisi, c'est le plus mauvais des modèles qui puissent exister. Mais ils ne nous ont pas compris. Et ils nous disent non, nous allons jusqu'au bout. Et quand on arrivera, si on se casse la figure, on va faire marche arrière. Alors vous voyez, nous on leur dit que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout pour vous casser la gueule, parce que vous savez que ce que vous faites là, c'est la tricherie. C'est la tricherie, il faut arrêter. Et vous avez ces concessions-là où il y a beaucoup d'avenants. Mais un projet qui a beaucoup d'avenants, ça veut dire que c'est un projet qui a été mal ficelé, mal conçu. Et ils nous disent qu'au fur et à mesure, s'il y a des problèmes, nous allons continuer à faire des avenants. Mais attendez, où est-ce qu'on va avec ce pays? Où est-ce qu'on va avec ce pays? Mais arrêtez! Arrêtez cette façon de faire. Donc, c'est ce qui veut dire que nous savons ce qu'il y a derrière nos têtes, nous allons jusqu'au bout et après on regardera. Et dans ces concessions-là, pour nous biaiser, ils signent, ils disent, bon, il faut 5 ans pour reverser. Quand on va reverser les travailleurs dans les différentes sociétés que nous avions eu à créer nous-mêmes, ils vont faire 5 ans, il n'y aura pas de licenciement, ni économique, ni quoi et tout. Alors qu'ils ont signé ces contrats-là pour 30 ans. Alors, nous on leur a dit, mais pourquoi ne pas laisser les travailleurs jusqu'à la fin de ces concessions 30 ans? Parce qu'ils savent que dans 5 ans peut-être, il y aura des problèmes, on ne sait jamais, ça c'est eux, et ils auront après les 5 ans la même mise sur la souveraineté du pays. Et ça c'est dangereux. Donc il faudrait que nous fassions très attention. Donc, pour terminer, nous demandons à M. Émile Ouesso que de ne pas insister sur ce chemin. Nous sommes venus et en plus, il était notre directeur général. À l'époque, en 1995, il sait comment nous agissons. Donc, il faudrait que lui, il se résigne à dire, bon ben, on va repartir avec les syndicalistes ou les partenaires sociaux à la table de négociation pour éviter tout ce bruit. Et comme ça, on va refaire les choses en bonne et due forme et nous mettre d'accord sur tous les points qu'on va décider. Non. Non, écoutez.
Et nous disons ceci qu'il faudrait que Emile Wesso sache que ces conventions-là ont été signées depuis 2022. Le ministre Taï qui a signé ces conventions a trouvé inopportun de les publier. Donc, en le faisant, le ministre Taï a vu le danger qui le guettait pour toute la nation, parce qu'il devait porter une responsabilité lourde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces conventions, il les a mis dans son tiroir. Et comme les gens, comme certains membres du gouvernement, ceux qui sont là à la quête de la souffrance du peuple arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Bon, il faut envoyer monsieur Wesso, un va tout en guerre, et pour aller sortir et publier. Et voilà les conséquences. Donc tout ce que nous sommes venus dire, c'est de prendre tout ça, jeter à la poubelle et repartir. Que ce soit Emile Wesso, que ce soit avec un nouveau locataire qui viendra, nous allons reprendre les négociations à zéro, tel que le signifie le décret numéro 2018/23 qui inclut dans ces négociations les partenaires sociaux.